Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources documentaires. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui franchement renverse absolument tout ce qu'on croyait savoir. Salut, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. C'est un changement de paradigme total. Grave. Imaginez, réaliser que chaque effort déployé depuis des millénaires, genre pour grandir, pour apprendre des leçons de vie ou s'améliorer spirituellement, alimentait en fait une machine d'ingénierie. Une mécanique implacable. C'est ça. Une machine conçue dans un seul et unique but, broyer et anéantir toute forme d'éternité. C'est un renversement de perspective assez brutal. Ah bah c'est sûr que ça secoue. Et c'est pourtant la réalité avérée, purement factuelle, qui est exposée par les documents qu'on décrypte aujourd'hui. Et on va se concentrer notamment sur la vidéo, la finalité du tombeau, pour répondre à 3 questions vitales face à l'effacement total qui approche. Oui, et il faut vraiment poser ce cadre factuel de manière chirurgicale dès le départ. C'est crucial, ouais. Ce qui ressort de ces données, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, de la philosophie douce ou des croyances New Age, ni même des hypothèses métaphysiques, tu vois. D'accord, on n'est pas dans la spiritualité là. Pas du tout. Il s'agit d'une description purement mécanique et physique de notre environnement. L'urgence soulevée par les sources est absolue. Parce que l'effacement approche, c'est ça? Exactement. Cet effacement total approche à grands pas et l'objectif de notre analyse, c'est vraiment de décortiquer les protocoles d'urgence qui permettent à un être de maintenir sa présence face à cet anéantissement. Et c'est ce qui frappe d'emblée, en fait. C'est la destruction totale d'un mythe gigantesque auquel toute l'humanité s'accroche. Le fameux mythe de l'école de la vie. Voilà. L'idée que ce monde, ce qu'on appelle la Terre ou l'univers matériel, serait une vaste école. Les textes sont hyper catégoriques là-dessus. Ce lieu n'est pas un centre d'apprentissage pour l'évolution de l'âme. Non, c'est ce qu'ils nomment le tombeau de l'éternité. Le tombeau de l'éternité. Mais du coup, si ce n'est pas une école, comment on doit comprendre sa véritable fonction mécanique? Eh bien, la fonction de cet espace, elle est purement utilitaire et d'une efficacité redoutable. Le tombeau de l'éternité, c'est une structure, une mécanique de dissolution. D'accord. Et pour comprendre comment il opère, il faut absolument aborder le concept central de la diffraction. La diffraction, ouais. Comment tu l'expliques simplement? En fait, lorsqu'une essence éternelle pénètre dans cet espace, elle subit un phénomène qui ressemble beaucoup à un faisceau laser très concentré qui frapperait à un prisme de verre. Ah, le prisme qui éclate la lumière, quoi. C'est ça. Le prisme éclate la lumière en une multitude de couleurs dispersées. Dans notre réalité factuelle, ce prisme, c'est la matrice. Ok. Elle fragmente l'essence originelle en une myriade d'émotions, de mémoires, de pensées polarisées et d'identités artificielles, en fait. Attends. Ce qui veut dire que ce qu'on considère comme la richesse de l'expérience humaine, genre nos multiples facettes, nos passions, nos drames, c'est juste le résultat d'une fragmentation? Exactement. C'est fou. C'est comme si on s'émerveillait devant les couleurs de l'arc-en-ciel sans réaliser que le laser originel a perdu toute sa puissance de découpe. Ouais, la comparaison est très exacte, surtout sur le plan de la physique impliquée. Une fois que l'énergie est éparpillée de la sorte, elle devient digeste pour le système. Digeste? Donc la matrice s'en nourrit? Tout à fait. Le tombeau utilise cette énergie diffractée pour s'alimenter. L'entité fragmentée s'épuise alors à essayer de s'améliorer au sein même du prisme. En cherchant un sens à sa vie. Voilà, à chercher un sens ou une évolution dans un système clos, alors que le seul programme de ce système, c'est de l'anesthésier et de la recycler jusqu'à son anéantissement total. Et attention, la machine n'est pas malveillante. Elle fait juste son job, quoi. C'est ça, elle exécute simplement sa fonction d'effacement. Franchement, c'est une image terrifiante. C'est comme essayer de faire de la musculation sur un appareil qui s'avère être un broyeur de métaux industriels, tu vois. Ah ouais, c'est une super analogie. On s'évertue à soulever des poids pour devenir plus fort, alors que les rouages sont littéralement conçus pour nous réduire en poussière. C'est exactement la mécanique du tombeau. Mais du coup, ça soulève une question fondamentale sur cette mécanique. Si ce tombeau est ce fameux broyeur silencieux, quel est l'événement exact qui déclenche l'effacement final et terminal dont parlent les documents? Alors, ce mécanisme déclencheur, il est identifié sous le terme de courroux de la pureté. Le courroux de la pureté. Oui, et là, les sources insistent lourdement. Il faut vraiment décontaminer ce terme de toute association religieuse ou émotionnelle. Donc on ne parle pas d'un dieu en colère. Pas du tout. Le courroux, ici, n'a strictement rien à voir avec une divinité qui punirait des pécheurs. Ce n'est absolument pas une émotion.
Ok, c'est quoi alors? C'est une force mécanique, une onde de choc inévitable, absolue, qui préexiste à toute forme de puissance ou de création dans cet univers. C'est la source de la volonté absolue. Donc, pour être parfaitement clair, on ne parle pas d'un jugement dernier où on pèse les bonnes et les mauvaises actions. Non, il n'y a pas de tribunal, pas de négociation possible, prière ou pensée positive, ça ne sert à rien. C'est un processus purement physique. C'est un processus de vitrification. En fait, la documentation décrit l'impact de ce courroux comme un véritable blitzkrieg. Une attaque éclair. Une attaque foudroyante qui ne laisse aucune place à la riposte. Il faut comprendre sa fonction, c'est une force qui s'abat sur la corruption. Imagine un système informatique infecté par des millions de virus. Ouais, un disque dur complètement corrompu. Eh ben, ce courroux, c'est le formatage de bas niveau indépassable. Il efface intégralement l'illusion, la matière diffractée, le prisme dont on parlait, et toutes les entités qui le composent. Sans aucune distraction. Sans la moindre distinction. Rien ni personne ne peut l'arrêter, pas même les entités soi-disant lumineuses ou les architectures les plus gigantesques de la matrice. L'objectif, c'est de laisser un vide d'une pureté absolue pour réinitialiser le système. Ah ouais. L'implacabilité du truc donne le vertige. Vraiment. Face à un blitzkrieg d'une telle magnitude, qui balaye l'intégralité de l'environnement externe, l'idée même de survie semble absurde. C'est sûr que vu de l'extérieur, c'est paraît sans issue. Bah oui. Où est-ce qu'il est mécaniquement possible de trouver refuge si l'univers entier est formaté? La logique dictée par cette mécanique, c'est qu'il n'existe aucun abri dans l'espace géométrique externe, puisque c'est précisément l'externe qui constitue l'illusion ciblée par l'effacement. Ok, donc on oublie les bunkers physiques ou énergétiques à l'extérieur. Voilà. Le seul espace de non-dissonance se trouve à l'intérieur de l'individu. C'est ce que les documents définissent comme le point zéro. Ce fameux point zéro. Mais alors, c'est quoi concrètement? Il s'agit d'un état de méditation profonde ou d'une localisation énergétique spécifique? Il s'agit de l'épicentre structurel de l'être. Et attention, ce n'est pas du tout un état de relaxation, bien au contraire. Comment on l'atteint alors? Atteindre le point zéro, ça nécessite de ramener consciemment et très activement toutes les parties fragmentées par le prisme. Donc annuler la diffraction. Exactement. Ça signifie rétracter son attention, ses émotions investies dans des drames extérieurs, ses espoirs projetés dans le futur et ses attaches mémorielles du passé. Tout ramener au centre. En ramenant toutes ces énergies dispersées vers ce point focal unique, l'individu annule sa propre diffraction. C'est le seul endroit où la loi de la manifestation holographique et externe n'a plus aucune emprise. C'est l'œil du cyclone en fait. C'est l'œil du cyclone, parfaitement stable. Ce qui nous amène à une distinction qui semble vraiment être le point de bascule de toute cette analyse. Les sources tracent une ligne de démarcation absolue entre la création externe et la création interne. Une distinction vitale, oui. Si je suis la logique du broyeur, continuer à vouloir construire, manifester ou créer à l'extérieur, c'est comme s'accrocher aux parois de la machine au moment où elle s'active. La création externe est décrite comme le piège ultime. Genre manifester des trucs dans la matrice. Oui. Qu'il s'agisse de projets matériels grandioses, de mouvements collectifs, d'égrégores spirituels ou même juste de la construction d'un monde meilleur. Ça revient à nourrir directement la corruption de l'environnement. Donc toute création externe est un piège. Toute action externe lie immédiatement son auteur à l'implacable loi de causalité, donc le karma. Les sources vont jusqu'à préciser que chaque création externe devient inévitablement une engeance. Une engeance, et ouais, c'est fort comme mot. Un parasite qui finira par phagocyter la force vitale de son propre créateur, parce que le système s'approprie toujours la création externe. Ah ouais, d'accord, l'image est saisissante. La création externe, c'est s'obstiner à jeter des briques dans une tempête de sable d'une violence inouïe, en espérant y bâtir un château. C'est ça. Non seulement la tempête va pulvériser la structure instantanément, mais l'effort même de lancer les briques vide tes réserves d'énergie. C'est une perte d'énergie totale. Alors, en opposition à ça, comment les sources définissent-elles la mécanique de la création interne? Opère selon un vecteur inversé. Elle ne cherche jamais à matérialiser une forme visible dans l'hologramme. Elle fait quoi du coup? Elle consiste de façon exclusive à manifester la structure adéquate de sa propre présence, là, au point zéro. Donc on ne crée rien de visible. L'individu ne crée rien de saisissable par la matrice. Il dissout ses propres mémoires corrompues. Il déconstruit son double corrompu, tu sais, cette identité sociale et astrale forgée par l'environnement.
Ah oui, l'ego social. Et il désintègre l'entité maîtresse qui se nourrit de ses émotions. C'est une forge silencieuse et invisible. C'est un peu comme si, au lieu de jeter ces fameuses briques dans la tempête, l'individu utilisait cette pression colossale pour forger, atome par atome, une armure de diamant directement sur sa propre structure. Sans aucun mouvement externe. Exactement, sans bouger d'un cil à l'extérieur. L'allégorie de l'armure de diamant, elle rejoint précisément la terminologie des documents, qui évoque la transmutation du corps carboné, mortel, vers un réel diamanté. Un réel diamanté, ouais. Ça se fait par la concentration absolue de l'énergie au centre. La densité vibratoire devient telle qu'elle devient impénétrable. L'action externe est une fuite, l'action interne est la structuration de la survie. D'accord, bon, la mécanique du désastre est claire et la théorie du bunker intérieur, ce point zéro, l'est tout autant. Ouais. Mais la grande question demeure l'exécution. Si ce blitzkrieg, le courroux de la pureté, approche, quel est le protocole d'urgence? Les sources sont très directives là-dessus. Elles isolent 3 actions factuelles, 3 piliers pour échapper à l'effacement. On va les analyser. C'est quoi le premier? Le protocole repose effectivement sur 3 piliers indissociables. Le premier point, la fondation sine qua non, c'est la nécessité d'être présent en soi. Être présent en soi. Ça a l'air simple dit comme ça. Mais ça exige d'habiter son point zéro en permanence. Il s'agit de refuser catégoriquement de se laisser happer par la narration interne, les flux de pensée parasites, les émotions programmées. Les sollicitations de l'hologramme social. Voilà. C'est maintenir une vigilance totale sur son propre épicentre, à chaque seconde. Il y a un exemple très concret dans les sources concernant la gestion des pensées au quotidien. Ça illustre parfaitement cette présence en soi. Lequel? L'idée, c'est d'arriver à accomplir une tâche complexe, genre cuisiner, mais sans aucune voix dans la tête. Ah oui, C'est un point fondamental concernant la nature de la pensée. parce qu'on nous a toujours dit « je pense donc je suis ». Sauf que la documentation traite la pensée subjective non pas comme une production de l'intelligence de l'individu, mais comme une interface artificielle. Une interface imposée. Une onde radio émise par la matrice et captée par le cerveau pour maintenir l'être en état de diffraction. Attends, la pensée est un vecteur de piratage. C'est ça. Donc, cuisiner sans formuler la pensée « je dois couper cet oignon maintenant », c'est agir à partir du savoir pur et instantané, en court-circuitant cette interface compromise. Le vide mental. Cette vacuité mentale totale empêche la matrice de pirater la conscience. C'est fascinant d'envisager la pensée comme ça. Et ça nous amène logiquement au deuxième point du protocole qui semble revêtir une urgence critique absolue. Oui, le deuxième point est vital. Ne point émaner en dehors de son champ vibratoire. Ne point émaner. C'est l'application directe de ce qui est appelé la rétractation vibratoire. Il est strictement interdit, sous peine d'effacement, de projeter son énergie vers l'extérieur. L'urgence de cette rétractation a l'air énorme. Elle ne saurait être surestimée. Face au nettoyage radical qui s'enclenche avec le courroux, émaner sa vibration à l'extérieur, c'est un acte suicidaire sur le plan mécanique. C'est comme allumer un projecteur géant au milieu d'une zone de bombardement en fait. Exactement. Ça génère instantanément de la causalité, et surtout ça indique aux forces prédatrices et aux mécanismes de la matrice la localisation exacte de l'énergie à consommer. Alors là, il y a une notion qui heurte frontalement presque toutes les philosophies du monde moderne. Les documents vont jusqu'à qualifier le fait d'émaner sa vibration de viol vibratoire. Oui, le terme est d'une brutalité assumée. Mais attends, est-ce que ça signifie que le simple fait de vouloir envoyer de bonnes ondes ou de l'énergie positive à une personne en difficulté, c'est considéré comme une agression? C'est totalement contre-intuitif. L'inconfort face à ce concept est normal, parce que ça détruit complètement l'illusion morale du bien et du mal. Comment ça? Dans la mécanique du tombeau, le positif et le négatif ne sont que les deux pôles d'une même pile électrique qui alimente la matrice. Ah, la dualité qui nourrit le système. Exactement. Projeter son énergie, même avec les meilleures intentions du monde, ça revient à imposer une fréquence non sollicitée dans l'espace d'une autre structure. Et donc c'est une effraction mécanique. Voilà. La nature de l'énergie, qu'elle soit perçue comme bonne ou mauvaise, ça n'importe peu. C'est le mouvement vers l'extérieur qui constitue une violation de la loi de confinement énergétique. Donc la seule posture saine et impénétrable, C'est la rétractation totale. Ne vibrer que pour soi-même, au sein du point zéro. une étanchéité absolue. Ce qui ouvre la porte au troisième et dernier point de survie.
qui apparaît comme la conséquence inévitable des deux premiers. Cesser de créer à l'extérieur. Cesser de créer, donc toute projection par l'action ou même l'imagination doit être stoppée. Exactement. Qu'il s'agisse de créer des entreprises, de fonder des mouvements idéologiques, ou même simplement de visualiser des scénarios futurs. Même imaginer le futur, c'est une fuite. Oui, chaque quantum d'énergie investi dans la modification de l'illusion est un quantum d'énergie soustrait au blindage du point zéro. L'obsession de laisser une trace dans ce monde, d'être reconnu, d'être utile à la société, ce serait le programme d'autodestruction le plus sophistiqué de la matrice. C'est ça le vrai piège. Il y a une ironie écrasante dans cette architecture. Pendant des siècles, la valeur d'un individu a été mesurée à l'aune de son rayonnement, de son impact sur le monde, sa capacité à briller dans l'obscurité. Ouais, briller le plus possible. Et la réalité factuelle des mécanismes de survie exige exactement l'inverse. La clé n'est pas de devenir l'étoile la plus brillante, mais de se transformer vibratoirement en trou noir. C'est une très belle image. Devenir totalement invisible au radar de la matrice. L'invisibilité vibratoire, c'est vraiment la manifestation ultime de la maîtrise. En appliquant la rétraction, en n'émanant plus rien, en stoppant toute création externe, l'individu ne présente plus aucune aspérité à la machine. Il est lisse, quoi. Il ne laisse aucun résidu énergétique que le système pourrait agripper pour l'entraîner dans la spirale de l'effacement. Donc, au moment où le courroux de la pureté déferle pour nettoyer la matrice, le système cherche des accroches. Il cherche des dissonances, des fragments éparpillés. Si la présence est totalement rassemblée et silencieuse au point zéro, le courroux ne trouve rien à broyer. Et donc, l'être passe à travers le filtre de l'anéantissement parce que sa pureté structurelle est alignée sur celle de l'onde de choc. C'est exactement la mécanique de survie décrite. Cette exigence d'arrêt total de la création externe, ça pourrait facilement être interprété comme un appel au nihilisme. À la léthargie ou à l'apathie totale. S'il ne faut plus rien faire dehors, l'individu finit-il simplement prostré dans l'attente du grand nettoyage? Alors ça, l'interprétation léthargique, c'est un autre piège de l'intellect diffracté. Ah ouais, la rétractation vibratoire n'est en rien synonyme de passivité. Le niveau de force, de vigilance et d'action exigé à l'intérieur, il est titanesque. Traquer chaque pensée, c'est du boulot. Traquer chaque pensée parasite. Refuser de se laisser drainer par des attachements émotionnels. Dissoudre la causalité accumulée sur d'innombrables cycles, c'est un travail herculéen. Ça requiert un dynamisme chirurgical constant. C'est l'acte de défaire les innombrables nœuds qui lient l'essence à l'illusion. Voilà. C'est agir pour trancher les liens, plutôt qu'agir pour en tisser de nouveaux. C'est un retournement complet de la force de volonté, en fait. Il faut utiliser l'énergie non plus pour construire le décor, mais pour détruire les chaînes qui nous lient au décor. Précisément. Et les documents insistent sur le fait qu'il faut affronter ses propres abîmes internes sans aucun détour. D'accord. La pureté dont il est question, ça n'a rien à voir avec un état de sainteté béate. Il s'agit d'une clarté de vision impitoyable face à sa propre corruption intérieure. Regarder en face ses propres compromissions avec la matrice. Accepter la réalité factuelle de sa condition diffractée, oui. C'est la condition préalable pour les dissoudre par le pouvoir du point zéro. Et ça bouleverse totalement le rapport au monde matériel. Si on rassemble toutes les pièces de cette mécanique implacable, genre le diagnostic du tombeau, la nature foudroyante du courroux, l'urgence du point zéro et la rétraction vibratoire, quelle est la conséquence immédiate sur la psyché de l'individu qui intègre ces faits? La conséquence immédiate, c'est l'effondrement de la culpabilité systémique. Oh waouh! La culpabilité s'effondre. Le poids psychologique imposé par la matrice s'évapore. La souffrance liée au fait de ne pas avoir réussi socialement, de ne pas avoir trouvé sa prétendue mission de vie ou de ne pas avoir sauvé l'humanité. Tout ça disparaît. Puisque la fonction même du monde matériel est d'être anéanté. Exactement. L'obligation morale de le sauver ou de s'y intégrer se révèle être une simple anomalie de programmation. L'investissement émotionnel dans une structure dont le seul but est le recyclage devient totalement obsolète. Le fardeau du sauveur s'écroule. Il n'y a plus de monde à porter sur ses épaules. Le salut n'est plus envisagé comme un événement extérieur. Pas de technologie miraculeuse. Ni technologie, ni changement de paradigme politique, ni intervention divine. Rien ne peut contrer une mécanique physique de cette ampleur. Le pouvoir absolu est rapatrié à l'intérieur. Au point zéro. La survie repose sur l'auto-engendrement de son éternité par la maîtrise solitaire, froide et implacable de sa propre vibration.
C'est le retour à une forme de souveraineté primordiale, presque glaçante par sa rigueur. L'individu devient l'unique centre de gravité de son univers. La radiographie de notre réalité ne révèle pas un os fêlé qu'il faudrait plâtrer, Non, c'est une structure condamnée depuis son origine. et dont la seule issue est la désincarcération volontaire. Retirer l'alimentation électrique de la machine en refusant de lui livrer sa propre énergie. Ce qui laisse émerger une réflexion vertigineuse à la lisière même de ce qui est concevable pour clôturer cette analyse. Ouais, dis-moi. Si la seule issue mécanique face au courroux de la pureté est la rétractation totale et inconditionnelle de chaque essence éternelle hors de la matrice, que se produira-t-il à l'instant précis où la toute dernière particule d'énergie aura convergé vers son point zéro ? Quand il n'y aura plus rien à consommer? Voilà. Une fois le tombeau intégralement vidé de son carburant, l'hologramme s'effondrera-t-il sur lui-même dans un silence définitif et absolu? Ou bien le vide créé par le courroux engendrera-t-il instantanément, et sans la moindre mémoire du désastre, un tout nouveau paradoxe à affronter? C'est sur cette frontière de l'inconnu que s'achève l'analyse de ces mécanismes pour aujourd'hui.